Et notre rendez-vous cybersécurité en partenariat avec EZ. Et on est très heureux de retrouver Benoît Grunenwald. Bonjour Benoît. Bonjour. Bonjour Benoît. Merci d'être avec nous. Alors Benoît qui, vous le savez, est expert cybersécurité chez EZ et qui régulièrement vient dans Tech Hebdo nous commenter l'actualité de la cybersécurité qui est toujours à la fois passionnante mais aussi assez effrayante. Parfois inquiétante, mais il y a des choses il vaut mieux ne pas ignorer, précisément. Et notamment le doxing. Alors je l'ai dit, le doxing, en gros, c'est le fait que des informations qui nous sont personnelles sont révélées publiquement. Pourquoi ce mot, tout d'abord, Benoît? Ça vient d'où? Alors c'est un mot qui est une contraction de dropping et de dox. Et donc ça nous fait doxing, c'est le fait de rechercher et de partager des documents confidentiels, privés, sur des personnes ou des sociétés. Donc ça veut dire qu'il y a eu donc une faille qui nous a permis d'accéder à des documents, on va dire, personnels. Et c'est ça le doxing, c'est le fait que moi je les consulte alors qu'ils ne sont pas à moi. Ça, c'est la deuxième particularité du D'accord. doxing. C'est ce que l'on voit sur les entreprises, notamment avec les rançongiciels, où les cybercriminels rentrent dans l'entreprise. Mais sur Internet, on peut trouver énormément d'informations sans avoir à être un pirate, simplement en étant malin et en faisant ce que l'on appelle de l'OSINT, c'est-à-dire de la recherche sur source ouverte. Doxing, il y a eu des affaires qui même se sont retrouvées en justice de personnes qui avaient été doxées, comme on dit, c'est-à-dire qu'on révèle toute leur vie privée sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi? Qui fait ça? Et comment font-ils? À l'origine, c'est fait par les cybercriminels, entre eux, qui voulaient faire tomber des groupes concurrents. Et ça, on le voit déjà dans la vraie vie. Finalement, dans le numérique, on a une réplication de ce que l'on a dans la vraie vie, où des cybercriminels se font la guerre entre eux. Bien sûr, oui. Exactement. Et donc, ces criminels-là allaient sur des forums, récupéraient des informations qui leur permettaient de remonter jusqu'à la personne physique, ou alors de faire stopper les activités, les agissements de leurs concurrents. Et on est sur la même idée, on est sur une idée de cyberharcèlement, de cyberintimidation, de punition parfois. Quand on ne partage pas les idées de quelqu'un, plutôt que de discuter, on va avoir une action malveillante qui va nous amener à divulguer des informations sur lui, soit sur un sujet en particulier, soit sur un sujet connexe pour le discréditer. Mais c'est quoi? Ça peut être son adresse, ça peut être l'école de ses enfants, Bien sûr, ça ou peut ses être habitudes de vie. des choses Complètement. comme ça. Donc des habitudes de vie, on va récupérer sur, par exemple, des réseaux sociaux, des informations qui seraient peut-être sur un groupe privé auquel on aurait eu accès, pas forcément légitimement. On va récupérer des informations dans les brouillons. On dit souvent qu'il faut protéger l'accès à ces comptes. Imaginez, vous avez été en vacances et vous avez sur votre compte Insta ou Facebook réalisé des vidéos. Vous les gardez dans les brouillons parce que vous ne savez pas trop si vous voulez les diffuser ou pas. Elles sont un peu Dans personnelles. les brouillons, elles sont privées. Sauf que si vous protégez mal votre compte, le doxeur qui est fortement motivé peut réussir avec de l'hameçonnage ou avec d'autres techniques à rentrer dans le compte et à récupérer ces informations. Oui, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on a l'accès à un compte, on retrouve le brouillon de ce compte. On peut retrouver malheureusement beaucoup d'informations sur la personne. C'est de l'espionnage amateur, quoi. Amateur ou professionnel, Professionnel. parce qu'on voit que les entreprises victimes de rançongiciels, certains établissements de santé d'ailleurs récemment en ont fait les frais, les cybercriminels rentrent dans le système d'information, récupèrent des informations, et ils ont tous les droits généralement, et à partir de là, ils chiffrent les données pour mettre à mal l'entreprise ou le centre hospitalier en l'occurrence, et ensuite leur dire j'ai des informations sur vous, si vous ne voulez pas que je les diffuse, payez la rançon. Alors, on comprend bien qu'il y a l'aspect piratage. On récupère des informations, on les divulgue publiquement ou on menace de le faire. Est-ce que c'est légal, ça? Non, c'est complètement illégal. Complètement illégal. Cela peut être de la diffamation, ça peut être de l'atteinte à la vie privée, ça peut être de l'atteinte au secret professionnel. Et la France est allée plus loin en créant, fin juin 2021, un texte qui dit que si vous diffusez des informations personnelles, et même si celles-ci ne sont pas utilisées jusqu'à des violences ou utilisées dans les faits, vous pouvez être puni pour cette divulgation. Cela fait suite notamment à des cas, on l'a vu, de divulgation d'informations sur des mineurs ou sur des jeunes qui auraient pu s'exprimer sur les réseaux sociaux et qui ont amené une vague de haine, de cyberharcèlement à leur encontre. Question toute bête, si on est victime de doxing, parce qu'on peut avoir plusieurs niveaux, on peut avoir aussi parfois de l'espionnage sur les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce qu'on doit faire en fait, Benoît? On doit aller voir la police. Comment peut-on réagir?
Effectivement, jusqu'à un certain niveau qui peut être léger, on va bloquer les utilisateurs, on va faire part au réseau social, si c'est sur un réseau social, que cet utilisateur mène une campagne de cyberharcèlement. Donc, on peut le dire à Twitter, à Instagram, Facebook, etc. Complètement. D'accord. Et d'ailleurs, l'Union européenne, dans son RGPD, le règlement sur la protection des données personnelles, a même inscrit dans l'article 17 une possibilité de droit à l'oubli. On le voit souvent, on se dit sur Internet, rien ne s'efface. C'est un petit peu vrai, mais on a quand même le droit à l'oubli. On peut aller effacer des informations qui nous concernent. Et donc, on va passer en mode privé. On peut aussi se déconnecter. Mais si ça va trop loin, il faut se faire accompagner. Si on est un jeune, il faut en parler à des adultes. Et ça va même jusqu'au dépôt de plainte. Donc, il faut récupérer des preuves, faire des copies d'écran. Et surtout, c'est un point important, c'est que si on est victime, il ne faut pas se reprocher d'être une victime. Non, tout à fait. Oui, bien sûr. Il y a un numéro vert, je crois, puisqu'on est le pays des numéros verts. Donc, il y a un numéro spécial, non 3018, c'est pas ça? Exactement. Le 3018, c'est une association qui s'appelle l'association e-enfance, que l'on recommande, nous, très fortement sur notre blog, qui s'adresse aux parents principalement, qui s'appelle Safer Kids Online. Et en fait, cette association met à la disposition de ceux qui sont victimes notamment de cyberharcèlement des écoutants formés et capables même d'accompagner jusqu'au dépôt de plainte. Merci Benoît Bien, pour voilà. toutes ces précisions. Voilà, ça s'appelle le doxing et ça peut faire des dégâts, on l'a vu. Merci beaucoup Benoît Godenwald. Merci à vous.